Bonsoir. Donc, comme demandé, je reprends un peu les grands axes d'analyse de lecture linéaire à propos de l'épilogue euh, de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Alors, en introduction, n'oubliez pas de rappeler que Jean-Luc Lagarce, dans cette œuvre, qui n'est pas sa seule œuvre, nous n'avons pas encore travaillé très bien sur sa biographie, mais il faudra le faire. Cette œuvre est écrite en 1990, comme nous l'apprend d'ailleurs l'épilogue, où il mélange un peu fiction et réalité, puisqu'il met juillet 90 Berlin. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas vraiment parlé, donc vous pourrez le rajouter dans vos études linéaires. Juillet 90 Berlin, c'est la réalité. C'est vraiment là où il écrit, où il finit juste la fin du monde. Donc, c'est une fin d'épilogue qui, en fait, n'est plus dans la fiction comme l'a été toute la pièce. Donc, Jean-Luc Lagarce, c'est un dramaturge, c'est un metteur en scène aussi, et il s'essaye, bon, sans grand succès, mais il s'essaye à écrire aussi un roman. Son journal est également très important dans sa production. Il écrit donc cette pièce en 1990, 5 années avant de mourir du virus, enfin du sida. Et cette pièce et cet épilogue clôt l'histoire de Louis qui vient voir sa famille une dernière fois pour annoncer l'intention d'annoncer sa mort à sa famille. Donc une famille composée de sa mère, de son frère, de sa sœur et de sa belle-sœur. Cet épilogue, comme son nom l'indique, est la fin de la pièce, mais je crois que dès l'introduction, on peut dire qu'elle est à mettre en correspondance avec le prologue. Donc, cette lecture linéaire s'inscrit dans le parcours associé crise personnelle, crise familiale. En effet, on est bien dans ce thème avec cet épilogue qui, je dirais, est plus à mettre dans crise personnelle que crise familiale. Mais toute la pièce s'inscrit bien dans ce parcours associé. Dans cet épilogue, donc, nous avons dégagé 4 parties. Ça peut se discuter, hein. Bon, mais voilà, on a pris ce parti pris. Donc, de la ligne 1 à 4, finalement, il clôt l'histoire. Hein, il clôt l'histoire, a priori, qu'il vient de raconter. Donc, on est inscrit dans la pièce, dans la scène qui vient de se dérouler après, mais bon, dans un espace-temps très énigmatique. Ensuite, de la ligne 5 à 14, enfin disons à 13, il nous raconte un souvenir personnel où la famille est exclue et bon, on se posera peut-être la question de savoir si c'est autobiographique ou pas. Ensuite, de la ligne 15 à 24, il prolonge ce souvenir, mais en le ramenant à un regret, puisque il nous raconte ce qu'il aurait aimé faire, mais ce qu'il n'a pas fait. Et puis, pour terminer, je crois que ces 3 dernières lignes, hein, 26, 27, 28, sont certainement, et ça je l'affine un peu en vous le disant aujourd'hui, sont certainement très testamentaires. Voilà, ça je ne vous l'ai pas dit en cours parce que j'étais emportée et que j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Donc moi la question que je me pose, qui me fait réfléchir, c'est en quoi en fait ce récit, cette narration, post-mortem, posthume, comme vous voulez, puisque a priori il nous dit qu'il est mort, vient de manière très originale clore donc la pièce juste la fin du monde. Et donc, on peut vraiment se demander en quoi ce prologue
cet épilogue, pardon, excusez-moi, cet épilogue, ou alors on peut se demander en quoi cet épilogue répond au prologue dans sa dimension tragique, puisque ici, eh bien, effectivement, il n'échappe pas à la mort. Et puis, on a un passage comme ça, un peu d'hypotypose, comme au théâtre tragique, où on nous raconte un souvenir. Donc, voilà ce que je mettrai en introduction. Donc, pour poursuivre ce premier mouvement, commence donc par après cet adverbe de temps. Et donc après, on peut déjà se poser la question d'après quoi, c'est-à-dire après la fin de la pièce, après la fin de quoi. Ce que je fais, je pars. Ça semble être le départ de Louis, de sa famille. Je ne reviens plus jamais. Donc il y a dès le départ, après cette confrontation finale avec son frère et avec sa famille, l'idée qu'il ne reviendra plus jamais, pas forcément par choix. Hein, ce jamais, cet adverbe vient montrer qu'il part, mais qu'il part peut-être définitivement hein, du monde des vivants. Et voilà, puisque de toute façon, on peut dire dès maintenant, ça répond à l'épilogue qui, décidément, au prologue qui nous annonçait donc qu'il allait mourir quelques mois ou une année tout au plus. Donc on a quand même une continuation entre le prologue et l'épilogue, comme on peut le voir ici. Donc je pars, donc ce double sens, on l'a souligné, hein, je pars définitivement, ou je pars, je ne reverrai plus mes parents, ou je pars, je quitte la terre, je ne sais pas. Et on en a la certitude dans la deuxième partie de la phrase 3, je meurs quelques mois plus tard, une année, tout au plus. Donc c'est toujours vague, il y a toujours une idée qu'on a du mal à se repérer au niveau du temps, et ce temps, hein, ce champ lexical du temps, il accompagne énormément la pièce. Et ici, il est très présent, jamais, plus, quelques mois, plus tard, une année, au plus. On a un vocabulaire très précis du temps et pour autant, pas vraiment de précision sur une date ou sur un repère temporel. On est un peu perdu, comme d'habitude, hein, dans le début ou dans la pièce de Jean-Luc Lagarce. Donc, il résume un petit peu ce qui vient de passer, ce qui vient de se passer, et il annonce donc qu'il va mourir au présent, hein, un présent de la vérité générale. Je pars, je ne reviens, je meurs, donc un présent qui s'ancre quand même, hein, dans la narration et aussi dans l'énonciation, puisque c'est lui qui parle. Le deuxième mouvement, je vais assez vite, coupe complètement, hein, est complètement coupé de ce premier mouvement. On le voit graphiquement, hein, il y a deux lignes, ou peut-être qu'une seule ligne de sauté, mais en tout cas graphiquement ça se voit. Et il revient à quelque chose de personnel, avec cette fois-ci un présent de l'énonciation, une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Il va parler d'un événement passé, n'est-ce pas, mais au présent. C'est un souvenir raconté au moment, hein, où il s'en souvient. D'accord? Donc, on a un présent d'énonciation, quel moment où il le raconte, et il y a la narration, qu'est ce souvenir qui est dans le passé. Donc, à la ligne 6, on a effectivement quelque chose d'assez étonnant. Entre parenthèses, hein, après j'en aurais fini. Et on a un ton très tragique. Et cette entre parenthèses, pour moi, est symbole, est vraiment l'introspection. J'en aurais fini de vous parler ou j'en aurais fini de vivre. Ça, à vous de peut-être de le déterminer. De toute façon, c'est toujours énigmatique. Et après, c'est un petit peu comme le premier après de la ligne 1. Après quoi? Voilà. Donc, c'est l'été, c'est pendant ces années. Vous vous rappelez, c'est anaphorique. Il donne vraiment une description en pointillé, mais très précise. Pour une fois, on sait dans quel temps on s'inscrit. On connaît la saison, on connaît la période. C'est les années où il a quitté sa famille.
Et on connaît même le lieu, donc on a un espace spatio-temporel relativement précis. Donc il y a des complétements circonstanciels de temps et de lieu, comme je vous le dis. Et on s'imagine bien où il est, hein, on s'imagine bien ce qu'il fait. Et donc, il va beaucoup se servir des connecteurs logiques parce que, hein, la cause, parce que je me suis perdue la nuit dans la montagne. Vous voyez, encore une précision. Et là, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Donc, on a un passage ici qui, avec toutes ces précisions, nous donne l'idée qu'il s'agit d'un vrai souvenir. Bon, peut-être que c'est un souvenir vrai. Je ne sais pas. Il s'est perdu, et c'est ce que je vous disais ce matin. Ça m'a fait songer à un moment de l'intermède où il raconte que petit, il s'est perdu. Alors, se perdre, hein, ça a deux sens. Hein, c'est se perdre géographiquement et c'est se perdre dans la vie. Donc, on peut toujours hésiter. Quelle est cette nuit? Quelle est cette perdition? Et en tout cas, il décide de marcher le long de la voie ferrée. Alors, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec la vision de la voie ferrée comme quelque chose de la société industrielle, etc. Et non. Là, cette fois-ci, il prend certainement le chemin le plus court, le chemin qui va l'amener décidément à sa maison, comme on le voit un peu plus tard, et la maison où il vit. D'accord? Donc, on peut aussi se poser la question ici de savoir si c'est la maison de ses parents. On le sait, puisque c'est dans le sud. Donc, ce n'est pas biographique. Jean-Luc Lagarde n'est pas du sud, il est de l'est de la France, plus précisément de la Franche-Comté, et encore plus précisément du territoire de Belfort. Et donc, du coup, on ne sait pas. La maison où il vit, est-ce que c'est la maison où il est en vacances, ou est-ce que c'est la maison de ses parents? Je ne sais pas. En tout cas, il insiste sur ce choix de route dans les trois lignes suivantes, puisqu'il nous parle en fait qu'il ne choisit pas la route et ses méandres. Hein. Je vous ai demandé de chercher le sens de méandre, je vous laisse trouver. Et peut-être qu'il fait référence à ses choix de vie, que voilà, c'est la fin de c'est quelques années avant qu'il meure, bien sûr, mais il sait qu'il est malade, certainement, et il a décidé de prendre le chemin le plus court, donc de faire des choix dans la vie qui vont lui éviter peut-être des accidents. On ne sait pas. C'est pas forcément les choix qu'a fait Jean-Luc Lagarde dans sa vie, mais bon, on peut quand même émettre des hypothèses. Donc, il y a la nuit ensuite, hein, comme je vous disais, la nuit, aucun train n'y circule et je n'y risque rien. Il y a aucun, ni et rien. Toute cette négation, de tous ces mots de la négation, et cette assonance en i, hein, i c'est quand même une assonance assez violente, hein, le i de, vous voyez, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, on peut voir quand même que son but, à travers cette négation, il nous laisse quand même entendre qu'il n'a pas envie de se perdre, qu'il n'a pas envie de mourir, hein, puisque si les trains ne circulent pas, c'est qu'il ne va pas se faire attraper par un train, vous comprenez. Et c'est ainsi, hein, et c'est comme ça, hein, que je me retrouverai. Donc, avec l'utilisation du futur, est-ce que se retrouver lui-même, retrouver qui il est, à travers ce chemin qui peut être symbolisé par cette voie ferrée, ce chemin qu'est la vie, ça, bon, peut-être. Peut-être qu'il va trouver un sens à sa vie en suivant ce chemin de fer et en entrant chez lui. Peut-être que c'est prémonitoire à un retour à la maison. Tout ça, bien sûr, peut être analysé comme ça. Donc, le troisième mouvement, à un moment, hein, donc là, on a un repère ponctuel, temporel, à un moment, on a un changement de ton, un changement de tableau, il n'y a plus de peur pendant tout ce mouvement, on a vraiment un mouvement du paysage, avec un registre lyrique. Je marche seule,
à distance égale du ciel et de la terre, donc dans un non-lieu, hein, entre la terre et le ciel. C'est le milieu de sa vie, peut-être. Hein. Il ne le sait pas, mais peut-être pas encore, mais si on compte à peu près, il est quasiment au milieu de sa vie. Si on s'en réfère à ces années séparées de sa famille, il doit avoir pas loin de 28 ou 30 ans. Donc, il est quasiment au milieu de sa vie puisqu'il meurt à 38 ans. Mais je ne sais pas. Et un registre, bien sûr, lyrique, mais je dirais aussi un vrai ton et une vraie tonalité romantique avec cette solitude gagnée par la nature, donc romantique au sens mouvement littéraire du romantisme. Hein, on y voit un René qui n'est pas malheureux dans la nature, hein, il s'y perd aussi, René, mais il aime ce calme et ce ton, ce registre nous aide à voir que c'est un moment d'apaisement et il est en train de penser, c'est ce qu'il dit, hein, à la ligne, excusez-moi, 19-18, ce que je pense, et c'est ça que je voulais dire, entre parenthèses, eh bien, voilà l'important de ce passage, voilà le moment clé, voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc ça veut dire, est-ce que le reste n'était pas très important, mais il a voulu nous mettre tout cela dans une circonstance pour communiquer avec son lecteur, communiquer avec nous, communiquer avec ses spectateurs, nous expliquer dans quelle ambiance il est et pourquoi enfin il nous dit ça. C'est enfin ça qu'il voulait nous dire avec l'imparfait. Donc c'est un temps qui dure, un temps de la certitude mais qui dure, avec un basculement de vrai, résonnerait, de vrai, donc un basculement dans le doute, l'hypothétique, ce qu'il aurait aimé faire, ce qu'il devrait faire, ce qui résonnerait. Il nous livre vraiment le but de cet épilogue, c'est-à-dire le fait d'hurler sous un viaduc, d'hurler la vie, d'hurler qui il est. Et je crois que ce passage est très important. Hein. Vous pouvez vraiment le signifier à l'oral. C'est-à-dire que pour une fois, Louis s'exprime, Louis nous donne son désir, Louis nous donne ce qu'il aimerait. Et c'est très important. Mais il ne fait pas. Voilà. La ligne 25, c'est un peu la désillusion. Après un moment romantique d'apaisement, je ne le fais pas. Hein. Quatrième mouvement, pardon. Mais, d'accord, qui montre bien l'opposition, cette conjonction de coordination. Mais je ne le fais pas. Il saute une ligne, je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc, il y a toujours, depuis le début, vous savez, pour chaque lecture linéaire, vous pouvez soulever cette probabilité j'ai un trou de mémoire, de cette figure de style de la répétition qui revient, épanorthose, qui peut être vue ici, effectivement, je ne l'ai pas fait, mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Hein, mais ça, il le fait, je pars, je ne reviens plus jamais. Il le fait, mais pas tant que ça dans cet extrait. Il le fait beaucoup plus dans d'autres moments de la pièce, et notamment dans le prologue. Ces idées, en tout cas ce qu'il dit, il le dit plus directement ici. Donc, c'est un échec, quelque part, puisqu'il se retrouve seul, pas avec le bruit de son cri. On aurait pu imaginer un écho, vous savez, comme dans Correspondance. Les mots et les sons se répondent. Là, non. Le seul bruit qui l'accompagne, c'est pas sur le gravier. Donc, quelque chose, il est retombé sur terre. Le gravier, c'est la terre. Et donc, du coup, effectivement, il s'aperçoit qu'il ne peut pas crier. Qu'il n'arrive pas, à passer à la libération de la parole, qui est bien toute la problématique du travail de Lagarde, c'est le langage, c'est le dire. Est-ce que finalement de dire ça sert à quelque chose? Est-ce que le langage sert à dire tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année?
Et la ligne 28 est très énigmatique, enfin très particulière, puisque là, c'est vraiment testamentaire, avec l'utilisation du futur regretterait, mais le mot oubli. C'est pas un oubli, c'est un acte manqué, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a pensé à le faire, il l'a pas fait, c'est pas un oubli. En tout cas, certainement que c'est pour se rassurer, je ne sais pas. Hein, il met de la distance entre ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il aurait dû faire pour se sentir libéré. Et si c'était, c'est-à-dire qu'il met entre oubli et regret, c'est une opposition. Parce que si on oublie de faire quelque chose, c'est qu'on n'y a pas pensé. Hein, on ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a pas pensé. Ou vraiment très a posteriori. Que là, c'est faux, il l'a pensé. Il aurait pu le faire. Hein, puisqu'il dit... et c'est ça que je voulais dire, c'est que je devrais pousser. Il ne le fait pas. Voilà. Donc, ça fait partie... Et il est assez, je veux dire... il est assez honnête pour le reconnaître. Voilà. Il est assez honnête pour le reconnaître. Donc, il y a le champ lexical, hein, je vous l'ai dit, du bruit. Les sens sont tous convoqués dans ce texte. Il y a la vue, il y a l'ouïe. Enfin, pas tous, non, excusez-moi. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il n'y a pas vraiment le toucher. Il n'y a pas le goût, mais en tout cas, il y a ces deux sens qui sont rarement quand même évoqués enfin, pas vraiment évoqués directement dans la pièce. Donc, c'est vraiment cet épilogue, un moment très particulier de la pièce, très poétique, qui frise le romantisme, au sens romantique du terme, pas au sens amoureux, et qui est très doux. Il y a des termes très doux, bonheur, long, joyeux. Hein. C'est la première fois qu'on rencontre notre Louis, qui évoque directement ses sentiments et qui a une vision assez, je dirais, assez positive de sa vie. Bon, malgré tout, pour évoquer quelque chose qu'il n'a pas fait. Bon, ça c'est dommage. Alors certainement qu'en conclusion, on peut dire que cet épilogue est tout à fait particulier et qui est autant particulier qu'est le prologue, détaché complètement, on ne sait pas temporellement, spatialement du reste de la pièce, qui se passe quand même dans un milieu clos, fermé, hein, ce qui n'est pas le cas du prologue et de l'épilogue, que Louis évoque de toute façon son incapacité, mais sa volonté, mais son incapacité certainement de dire, enfin de passer par le langage, parce que le Christ c'est un langage,